La baie des Anges est dans un contexte géologique très intéressant parce que d'une part, on a le massif des Alpes et il y a cette grande vallée du Var qui provient de ce massif et qui vient se trouver son débouché dans cette grande baie. Et cette baie va du Cap d'Antibes à la baie de Villefranche. Et entre les deux, ça fait une grande courbe avec au milieu l'aéroport. Il y a le Var à l'ouest, le Paillon à l'est. Et puis quand on regarde la mer, à ce moment-là, sous la mer, ça va être très différent parce qu'il y a un grand canyon sous-marin lié à cette embouchure du Var, qui est un grand fossé d'effondrement. Et tout de suite, les fonds profonds arrivent. Il n'y a pratiquement pas de plateau continental. Ou alors très court, on va en trouver un petit bout sur le Cap d'Antibes et puis un autre bout sur la baie de Villefranche où il y aura des fonds du coup un peu moins profonds liés au plateau continental sur lequel on va pouvoir trouver notamment des herbiers de Posidonie par exemple de part et d'autre. Ces sédiments apportés par le Var, par le Paillon, liés à l'érosion des Alpes, vont donner un contexte sédimentaire très important. Les hommes se sont installés sur le site de Terra Amata, à Nice, sur les pentes occidentales du Bon-Boron, à quelques centaines de mètres du port. Et ils étaient installés où? Ils étaient installés sur une plage, donc sur le littoral lui-même. À l'époque de Terra Amata, c'est il y a 400 000 ans, donc c'est très vieux. L'homme vit un équilibre avec la nature et finalement, à part son impact en tant que chasseur, en tant que prédateur, il n'a pas un poids très fort sur son environnement. Il est en équilibre avec l'environnement. On sait qu'ils ont utilisé des algues et des herbiers de Posidonie pour entretenir le feu. On le sait parce qu'on a trouvé des restes d'éléments à l'intérieur de la cendre des foyers qui démontrent l'utilisation de ces herbes et de ces algues pour entretenir le feu. Donc ça, c'est un usage que les hommes ont fait des restes de végétaux issus de la mer. La présence du sol nous montre également la présence d'un fleuve à proximité. Et ce fleuve, c'est le fleuve à Nice, c'est le Paillon, qui formait une sorte de delta à une époque où le rocher du château, qui est la colline du château, était une île au milieu de ce delta. On parle de l'embouchure du Var maintenant, mais c'est faux. En fait, avant, c'était un delta. C'était un delta avec d'un côté un grand marécage où on avait énormément d'espèces qui nichaient. On avait énormément d'oiseaux qui faisaient une halte migratoire et qui pouvaient se nourrir après avoir traversé quand même une grande partie de l'Afrique, le Sahara, plus la Méditerranée. Ils avaient besoin de manger, ils avaient besoin de se reposer. Et quand ils arrivaient à l'embouchure du Var, dans cette grande prairie humide, ils trouvaient de quoi manger. En plus, on appelait ça l'hippodrome, cet endroit-là. Donc il y avait des chevaux. S'il y a des chevaux, il y a du crottin, donc il y a des insectes. Il y avait vraiment un réservoir énorme. Et à l'arrière de cette gigantesque prairie qui est maintenant l'aéroport Nice-Côte d'Azur, il y avait une forêt qu'on appelait le bois de Boulogne et qui correspond maintenant au quartier des Moulins et au bâtiment du Conseil général, plus les stades qui sont derrière. Cette grande forêt a entièrement disparu. Elle existait encore dans les années 30. La particularité de cette ville, c'est d'avoir été transformée par le tourisme et cela de longue date, puisqu'il faut remonter au milieu du XVIIIe siècle et évoquer le fameux Grand Tour des Anglais, puisque nous étions sur la route de l'Italie. Mais ça va monter en puissance continuellement avec des étapes fortes. Il faut bien sûr évoquer l'annexion, comme on dit, de Nice à la France en 1860. Et puis surtout la révolution industrielle, de l'âge industriel avec de nouvelles infrastructures. Le train, en 1864, il arrive ici et il va apporter un flot permanent de touristes. Alors ce n'est pas exactement les touristes comme on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils ne se contentent pas de faire 3 petits tours, visiter et puis s'en aller. C'est de la villégiature, ils vont s'installer ici pendant 6 mois.
C'est-à-dire qu'ils vont créer une société parallèle à côté de la société autochtone et bouleverser les équilibres traditionnels. Et puis la France, c'est un pays riche qui va financer des infrastructures et accompagner la croissance urbaine liée à cette population d'hivernants. Et là, on a des effectifs qui peuvent doubler entre l'été et l'hiver. Et puis évidemment, quand la ville s'est développée, les gens ont aussi utilisé des puits qui ont capté l'eau dans les nappes alluviales. Si on remonte très loin dans le passé, eh bien, ça se faisait par captage de sources. Par exemple, les Romains avaient capté la source des Mourailles et donc les amenaient l'eau, ce qui est actuellement donc, le site de Cimiez. Et puis petit à petit, donc, la ville s'est grandement développée avec l'arrivée des cours royales, le début en quelque sorte du tourisme. Et à ce moment-là, il a fallu donc augmenter l'arrivée d'eau de l'extérieur. Alors là, il y a eu des captages qui ont été faits dans la vallée de la Vésubie, qui étaient d'abord à vocation agricole et puis qui ont servi ensuite donc, pour l'alimentation en eau de la ville. On a encore trace aujourd'hui de ces grands travaux. Si vous allez sur la colline du château, vous avez la cascade qui a été créée à ce moment-là avec l'arrivée des eaux de la Vésubie. Vous avez également à ce moment-là la construction à Guéraud du chalet, aujourd'hui monument historique, de l'arrivée des eaux de la Vésubie. Et puis bien entendu, avec le développement considérable donc, de la ville de Nice, ça n'a plus suffi et on a à ce moment-là sollicité la nappe du Var, hein, donc le fleuve Var qui coule donc, en bordure de la ville de Nice côté ouest, où il y a de très importantes ressources en profondeur, donc dans les alluvions. Donc là, il y a plusieurs champs captants qui sont venus donc en complément de cette eau de la Vésubie. Ces hivernants ont des exigences en qualité de vie et qualité de l'eau aussi, et qualité paysagère. Et ils vont, par exemple, faire pression pour qu'on pratique petit à petit la couverture du paillon. Donc la ville va perdre son fleuve quand même, hein. C'est notable. Et parce que ce fleuve, eh bien, c'est un débit méditerranéen avec une irrégularité du débit. Et quand il est à l'étillage, eh bien, ça sent mauvais, c'est insalubre. On a les bugadières qui lavent leur linge. Et donc, entre 1867 jusqu'au XXe siècle, hein, petit à petit, on va recouvrir le paillon pour avoir aujourd'hui à la place une belle coulée verte. Le fleuve Var a été modifié à plusieurs reprises. Pour créer l'aéroport de Nice, on a été obligé de remblayer des milliers et des milliers de tonnes de galets. Et ils ont puisé en fait dans le cœur du Lys, à partir surtout du seuil du pont de la Manda et plus bas. On a tout déversé pour gagner sur la mer, mais on a en même temps donc creusé le lit du Var. On l'a creusé de plusieurs dizaines de mètres. C'est pour ça que maintenant d'ailleurs il y a des seuils sur le Var. Ce qui a cassé le régime de tresse de galets du fleuve, donc qui a modifié complètement les habitats, qui a en plus évidemment abaissé la nappe phréatique. Et donc toutes les exploitations agricoles qui étaient à gauche et à droite du fleuve maintenant se retrouvent non seulement sans eau, ou alors à extraire beaucoup plus profondément à travers des puits, alors que l'eau est affleurée avant. On a maintenant beaucoup de routes, beaucoup de constructions de zones industrielles, de zones commerciales. Il y a des projets aussi de zones d'habitation, avec beaucoup d'immeubles en construction. Donc en fait, on va avoir une très grosse fragmentation des habitats. L'Éco-Vallée aujourd'hui est complètement tournée, la plupart des constructions sont tournées sur du terrain agricole. C'est-à-dire que pratiquement tout ce qui reste va être développé en agriculture. Et on va avoir vraiment le mot à ce moment-là d'Éco-Vallée qui va prendre tout son sens. Tout ce qui devait être construit a été construit. Tout ce qui reste maintenant va devenir terre agricole.
L'évolution urbaine et la croissance urbaine risquent de mettre en péril ce qui avait fait l'attraction de l'agglomération au départ, à savoir une nature importante dans la ville, une qualité paysagère, un air salubre. Et donc, on réfléchit à comment encadrer le développement urbain. On a des outils législatifs avec par exemple le plan Cornudet, mais on se heurte à une pression foncière spéculative. D'ailleurs, elle existait auparavant, il ne faut pas se leurrer non plus, où on a les grands jardins et les grands parcs des villas qui vont être lotis. On va avoir le recul de la nature, le recul des jardins. On va avoir des programmes immobiliers d'immeubles qui vont grignoter l'espace de la villégiature et qui font souci et qui sont dénoncés par les contemporains. Mais la ville arrive à toujours retomber sur ses pattes. Et développer un pouvoir d'attraction. Par exemple, face à la crise de l'entre-deux-guerres, on va basculer sur la saison d'été, un tourisme beaucoup moins aristocratique, beaucoup plus tourné vers les classes moyennes et à partir de 1936, les classes populaires. Et on est dans cette continuité-là. Donc chaque fois, il y a des strates, mais on réinvente ce pouvoir d'attraction. À partir des années 60, l'arrivée des rapatriés d'Algérie a représenté une urgence d'habitat qui a nécessité la construction d'immeubles pour loger toutes ces personnes et a créé une dynamique de densification qui s'est poursuivie, qui continue de se poursuivre. Parmi cette société d'hivernants, il y a une grande diversité. On a vu tout à l'heure les malades, mais il y a aussi ceux qui sont en bonne santé et qui sont des amateurs d'agronomie, qui vont travailler sur l'acclimatation des plantes. Il y a toutes sortes de passionnés. Et parmi ces passionnés, il y a aussi des sportifs et des sports en pleine évolution, les sports de la modernité. Pour répondre à leurs attentes, on va créer des infrastructures nouvelles. Par exemple, dans le port, l'accueil de yachts qui n'ont pas un impact quantitatif en termes de nombre, mais sur l'imaginaire et sur les pratiques, ils vont quand même faire rêver tout le monde, avec les plus grands yachts du monde. Je pense au Velox, des Roissards de Belley. Il y a le cas particulier des artistes et des écrivains, et on ne peut qu'évoquer Maupassant et son yacht Belle Amie, voilà, qui a donné le roman éponyme. Et Belle Amie, il est dans le port de Nice. Et puis, dans ces sports mécaniques modernes, il y a les débuts de l'aviation. C'est-à-dire que l'aviation, ce n'est pas encore un moyen de transport, c'est un sport mécanique. Et on va avoir la création de l'aérodrome, qui aujourd'hui est le deuxième de France. Et puis cet aéroport qui est au bord de la falaise. Quand on dit ça maintenant, on peut le comprendre, mais à l'époque, on avait du mal vraiment à percevoir toutes ces implications-là. Et donc un chantier au bord d'une falaise sous-marine, en 1979, il est arrivé une catastrophe, c'est-à-dire que trop d'apports de sédiments mal tenus sur une pente, à haute pente, la gravité a fait le reste. Donc une grosse masse de sédiments
à glisser dans la pente. L'inertie est importante parce que c'est l'énergie potentielle. On est en haut d'une pente, donc on va dévaler toute la pente jusqu'à ce qu'on trouve un peu de plat et que ça s'arrête et que l'énergie cinétique s'épuise. La masse de sédiments a glissé le long du canyon sous-marin, a suivi l'éventail du Var, a rompu un câble téléphonique qui est en plein milieu de la Méditerranée, de la Corse et du continent, et la masse est arrivée au pied de la Corse, avec une vitesse qui a été estimée à 45 km/h sous l'eau, donc une grande vitesse. Alors sur le littoral, cette masse de sédiments entraîne l'eau avec elle. L'eau, il faut qu'elle revienne, et à ce moment-là, ça fait un tsunami. Il y a eu des morts sur ce littoral qu'on croyait à l'abri, qu'on croyait un peu béni des dieux parce qu'il fait beau, c'est magnifique et on a pris des décisions dures de beau temps. Et le mauvais temps peut arriver aussi. Et donc c'est un littoral du coup qui est marqué comme ça par des successions d'aménagements avec une forte méconnaissance du substrat sur lequel c'est construit. L'importance du régime de tresse du fleuve Var a une influence directe sur le littoral. Cet apport de galets réguliers qui arrive ici jusqu'à l'embouchure du Var qui est derrière moi a mené des quantités de galets, de limons, qui formaient justement l'immense marécage qui existait ici à l'endroit où on se trouve et qui faisait avancer en plus la terre sur la mer, comme ici derrière. Cette plage de galets qui est derrière moi n'existait pas il y a encore 3 ans. Elle a été formée dans les dernières crues de ces 3 dernières années. Avant, il y avait la mer qui était juste ici. Ça a une influence assez grande finalement parce qu'on a un delta ou une embouchure, on va dire, qui devrait maintenant s'accroître encore vers la mer, agrandir la petite île verte qui est derrière et donner encore plus d'habitat aux espèces protégées. Actuellement, c'est le cas, mais le phénomène est bien plus lent qu'avant. On a beaucoup moins de limon qui est apporté aussi, et donc on a beaucoup moins de vasières pour nourrir certaines espèces très exigeantes, comme justement les limicoles qui fouillent dans la vase, attrapent les vers. On a moins de nourriture pour ces espèces emblématiques, qui sont la plupart toutes protégées par des conventions et une législation internationale et nationale ou régionale. Si on compare aux effectifs qui étaient observés par les ornithologues dans le passé, c'est stupéfiant. Dans les années 30-50, un balai de 1 millier de guiffettes noires, c'était un spectacle très commun. Maintenant, ça arrive que certaines années, on en voit 2. Il y a d'autres problèmes en amont, dans d'autres pays, là où elles hivernent par exemple. Mais le problème se pose ici aussi, à savoir les accueillir quand elles sont en halte migratoire. Un autre exemple, c'est Marina Baie des Anges. Très très bel ensemble architectural, une marina en termes de concept, on a l'appartement, on a le bateau juste en bas, donc c'était des concepts à l'époque innovants, très prometteurs. La mer monte, les sédiments, on est dans une zone de transgression, les sédiments, il n'y a plus d'apport de sédiments, il y en a de moins en moins, donc la mer monte et la mer érode. L'un des principaux bâtiments le plus proche de la mer se retrouve attaqué par la mer. Donc jusqu'à quand va-t-on pouvoir tenir de tels bâtiments? C'était une grande question, on ne sait pas vraiment y répondre encore. On va essayer de se protéger, mais se protéger sur un littoral très étroit, mais c'est très difficile en fait. Il y a beaucoup de conditions d'impossibilité en fait qui sont réunies et qui ont été souvent, la plupart du temps, ignorées par les hommes et les femmes qui ont conçu ces bâtiments-là. Et du coup, on se retrouve de plus en plus acculé à essayer de réparer, coûte que coûte, parce que les valeurs foncières sont énormes, les valeurs économiques sont énormes, mais c'est coûte que coûte, mais en fait, c'est un peu, quelque part à l'échelle géologique, peine perdue.
Mais ça, c'est le géologue qui parle et il voit toujours à d'autres échelles que celles des hommes. Pour celles des hommes, c'est très difficile à gérer. Autant le tourisme de luxe était tourné vers les grands hôtels qui avaient leur plage et les équipements de bain sur la plage, avec le personnel, etc. Avec le tourisme de masse, on a vu arriver d'autres besoins. Les campings, évidemment, les personnes qui allaient dans les campings descendaient avec femmes, enfants, parasols, matelas et tout sur la plage. Et on a vu arriver les plages privées qui servaient donc avec les parasols, les matelas, le personnel, une restauration légère. Le décret plage a permis l'installation de ces plages privées. Par contre, petit à petit, ce qu'on a vu arriver ici, ce sont de véritables restaurants, l'activité de restauration, non pas de restauration légère comme le décret plage l'autorisait, s'installer en priorité et l'activité de bain de mer n'étant plus qu'un prétexte à l'installation de ces restaurants. Les plages maintenant ont dû démonter toutes les installations en dur pour mettre des installations qui doivent être démontables et enlevées. Alors si on le regarde comme ça, et c'est souvent ce qui est présenté, on va se dire, évidemment il va y avoir des résistances. Pourquoi alors qu'on a des bâtiments qui existent? Pourquoi on aurait pu les améliorer si c'est des problèmes de paysage ou côté agréable à l'œil? Et on va toucher l'économie de cette manière-là. Donc évidemment il y a des résistances et évidemment c'est compliqué. Et évidemment ça va prendre du temps entre le moment où on sort une réglementation et le moment où elle est réellement appliquée et où on est intervenu. Si on l'envisage en intégrant les données changement climatique. On a des phénomènes météorologiques de plus en plus violents, de plus en plus fréquents. On est sur un littoral qui prend d'un côté ou de l'autre des tempêtes de plus en plus fréquentes. Et on a une élévation du niveau de la mer probable, donc avec un problème d'érosion qu'on connaît déjà sur les plages. Si on l'envisage sous cet angle-là et qu'on le présente de cette manière-là, il y a vraiment un intérêt à ne pas faire du dur. Il y a vraiment un intérêt à permettre à des exploitants d'exploiter pendant la saison estivale, donc de continuer à avoir leur activité économique, mais en même temps de préserver, eux, leurs installations. Pour les collectivités, économiquement, de ne pas avoir à réintervenir régulièrement. Et pour les fonds marins, la protection que ça représente en évitant d'avoir tous les débris qui finissent à la mer. Donc il y a un triple intérêt. Et puis après, pour la mise en place, on est dans une phase de concertation avec les... c'est jamais imposé tel quel. La surface de ces plages privées est régulièrement modifiée pour leur permettre d'avoir une étendue d'exploitation suffisante et qui rogne évidemment sur les plages publiques. À Cagnes-sur-Mer, par exemple, pour pouvoir accéder plus facilement au restaurant, au lieu d'installer sur la plage, en contrebas donc de la route du bord de mer, l'établissement de restauration, il a été surélevé au niveau de la route, à 1,80 m au-dessus de la plage, avec des ancrages profondément dans la plage, à 3 mètres sous les galets qui forment la plage, en infraction avec la loi littorale qui ne permet pas d'ancrage sur la plage. Aujourd'hui, ils doivent démolir entièrement leurs installations. Après la saison, ils pourront se réinstaller, mais uniquement sur des installations qui n'ont aucun ancrage dans le sol. Et ils devront démonter à la fin de chaque saison, ce qu'ils ne faisaient pas jusqu'à présent, du moins à Cagnes. À Nice, c'est différent. À Nice, ils sont sur la plage et ils démontent. Voilà, on ne dit pas les plages, il n'y a plus rien à faire, on n'exploite plus. Sinon, on va continuer d'exploiter et de permettre cette activité économique qui est importante, qu'on veut maintenir, tout en tenant compte des contraintes qui pèsent sur nos écosystèmes.
La baie des Anges qui peut paraître comme ça sans aucune biodiversité, lorsqu'on va y plonger sur ces 7 km en arc de cercle, en fait, on va retrouver une biodiversité très particulière. On va retrouver une faune en particulier de poissons, de pieuvres qui viennent se cacher dans quelques anfractuaires, mais aussi une flore incroyable, fixée, qui est battue justement par les flots. Et ça, à l'endroit même où on pense ne rien avoir sur une baie des Anges. Et si on retourne vers l'est, alors là où on a les préalpes qui plongent directement en mer, hein, où on a des tombants chers à nos plongeurs, et là on va retrouver alors une biodiversité de ce Cap de Nice à la rade de Villefranche incroyable. Au Cap de Nice, on va avoir des araignées de mer hein, sur les parois à quelques 20-25 mètres. Et lorsqu'on rentre vers l'est, vers notre rade de Villefranche, là aussi à 23 mètres, on retrouve quoi que tous les plongeurs connaissent, une grotte à corail. Dès 20 mètres, 22 mètres, on va avoir du corail. N'oublions pas que le corail est un animal fixé. Et puis le long de cette rade, lorsqu'on pénètre et qu'on va vers le côté, vers le versant est, on va retrouver aussi toute une série de gorgones géantes au long du Cap Ferrat. On va avoir, alors il faut descendre un peu plus, 45 mètres, des gorgones géantes qui vont comme ça battre au niveau du courant et pouvoir s'alimenter. Et puis un peu plus profondément, on va voir des corbes et les mérous, des mérous qui reviennent, qui sont le témoin de la bonne qualité de l'eau de mer. Dans la baie des Anges, on retrouve un habitat sous-marin qui est spécifique. C'est un habitat qui est sablo-vaseux, qui est composé de sable très très fin. Quand on se met à l'eau dans ce milieu-là, on part d'une plage de galets. Pour tous les baigneurs, même tous les plongeurs, c'est un habitat qui n'inspire pas des richesses sous-marines. Mais en fait, les galets s'arrêtent de suite sous le niveau de la mer. Il y a juste 3-4 mètres de galets quand on se met en l'eau. On arrive directement à 4 mètres de profondeur et là on tombe sur ce sable. Donc il est ridé dans les premiers mètres par l'effet des vagues. Et après qui va jusqu'à 300-400 mètres du bord, jusqu'à 11 mètres de profondeur. Et arrivé à ces 11 mètres de profondeur, on a le sable qui dégringole, là à des profondeurs beaucoup plus grandes, 50, 60, 90 mètres, assez rapidement. Et dans cette pente de sable, c'est là où il y a toute une faune adaptée, de poissons, de vertébrés, de mollusques, de nudibranches entre autres, qui est spécifique à ce type d'habitat, qui vivent enfouis la journée et qui vont se révéler la nuit, sortir du sédiment. C'est un habitat qu'on retrouve depuis le fort Vauban d'Antibes jusqu'au port de Nice. Là, on est sur le site Natura 2000 baie et Cap d'Antibes, île de Lérins. C'est un site qui est à 98% marin, 2% terrestre, qui fait quand même 14 000 hectares. C'est quand même un site important qui part de la baie des Anges, qui est derrière moi, et tout le pourtour du Cap d'Antibes jusqu'aux îles de Lérins. Donc la particularité de ce site, lorsqu'on a fait les inventaires, c'est bien sûr la présence d'herbiers de Posidonie. L'herbier débute vraiment aux portes d'Antibes, là où on se trouve, là au pied du fort Carré. Prend tout le pourtour du Cap d'Antibes, tout le golfe Juan et le pourtour des îles de Lérins. Donc on a un herbier vraiment d'une grande richesse et d'une superficie importante. Sur la frange littorale, donc dans le haut du plateau continental, dans les zones un peu abritées où il n'y a pas trop de sédimentation justement, donc soit sur le côté Cap d'Antibes, soit dans la baie de Villefranche, la Posidonie va pouvoir se développer. Alors la Posidonie, c'est une plante marine, une phanérogame, donc une plante comme les plantes terrestres qui ont des racines, qui ont des rhizomes, qui ont des feuilles. Alors c'est un rhizome sec, mais ces feuilles font des grands rubans qu'on peut voir sous la mer, qui font des fleurs, qui font des fruits. Et ces plantes-là ont pas mal de caractéristiques très intéressantes. Déjà, elles forment avec les rhizomes et les racines ce qu'on appelle une matte, c'est-à-dire qu'à la mort de ces parties-là, ces parties ne vont pas se désagréger dans la mer, elles vont rester, elles vont être assez imputrescibles. Ce qui fait que ça va donner un substrat assez dense, un petit matelas, comme une moquette. Et donc, piégeage de sédiments, protection du littoral, du coup, grâce à ces sédiments. C'est une plante qui va servir de support à la vie benthique et pélagique littorale de manière très très forte. Énormément de production d'oxygène, production alimentaire, frayère, tout un écosystème
tous les attributs de l'écosystème, une seule plante peut les donner. Ça forme de très vastes herbiers de Posidonie entre la surface et à peu près une trentaine de mètres de profondeur. En dessous, il n'y a pas assez de lumière pour qu'elle puisse se développer. Les ancres et la chaîne des ancres provoquent des dégâts importants. On a quand même des prairies ou de Posidonie ou de Cimodocées, qui sont des plantes marines cousines. D'abord, il y a une histoire, ça part d'une impulsion, une espèce protégée, la Posidonie en l'occurrence, depuis 1988 par un arrêté ministériel. Et puis, on se rend compte que malgré cette protection-là, eh bien, il est très difficile pour nous d'abord de réglementer, de verbaliser finalement les contrevenants, parce qu'il faut qu'on prouve qu'ils ont détruit la Posidonie. Ça nécessite parfois des plongeurs, ça nécessite de montrer qu'au moment où ils enlèvent leurs ancres, on a bien la Posidonie qui est arrachée, c'est compliqué. Et puis on a des études scientifiques de plus en plus précises. Et dans les dernières années, on se rend compte que l'herbier de Posidonie recule, et recule vraiment rapidement. Et finalement, on va mettre en place un système, une réglementation sur l'ensemble de la façade méditerranéenne. Et ça, c'est un signe très fort. À ma connaissance, c'est une des premières fois où on va réglementer sur l'ensemble d'une façade pour protéger une espèce comme ça aussi largement. Ça s'est fait de manière concertée avec de très nombreux acteurs. C'est à la fois d'avoir une cohérence sur toute la façade, mais aussi avoir une logique, une cohésion avec l'ensemble des acteurs locaux et pouvoir avoir quelque chose de particularisé finalement, zone par zone. Une grande cohérence, mais à la fois une conscience du terrain. Comment ça se passe localement chez vous? Parce que quand il y a des aires marines protégées, quand il y a certaines habitudes, et bien finalement, on ne va pas pouvoir réglementer exactement de la même manière. Puis on va prendre évidemment en compte la première donnée, c'est là où il y a de la Posidonie. Ici, PY, l'association dont je suis le président, est tout à fait en faveur de la protection de la Posidonie. C'est évident, on ne peut pas être contre parce que c'est les générations futures qui vont s'en occuper, mais la façon dont a été géré le dossier n'a pas été de façon très pertinente. Notamment, on a décidé que les bateaux qui faisaient plus de 24 mètres étaient les grands coupables de la destruction de la Posidonie. Il faut savoir qu'en Europe, dans les eaux méditerranéennes, on a à peu près 1500 bateaux qui viennent chaque année à 2000 bateaux de plus de 24 mètres. Et que les bateaux de moins de 24 mètres, ben, c'est 400 000. Alors moi je veux bien, c'est vrai qu'une grosse ancre fait plus de dégâts qu'une petite ancre, mais 400 000 bateaux, ça fait beaucoup plus de dégâts que 1500 bateaux. D'autant plus que sur ces 1500 ou 2000 yachts de plus de 24 mètres, à bord, il y a des équipages professionnels qui savent comment on mouille, qui savent ce qu'on doit faire, etc. Et que de l'autre côté, on a des plaisanciers qui ont très souvent aucune idée de ce qu'il faut faire. Il est clair que même pour un capitaine, et on l'a vu lors des concertations que l'on a faites en amont, le capitaine il ne s'aperçoit pas des ravages que fait son ancre. L'eau elle reste toujours bleue, elle est toujours belle, elle est magnifique. Une ancre d'un gros navire, quand elle va être relevée, elle ne ramènera pas de Posidonie, parce qu'elle est trop large. C'est les petites ancres qui vont grapper de la Posidonie. Donc pour lui, c'était pas évident. Donc il y avait vraiment un travail de concertation et de sensibilisation à faire. Il faut aussi se préoccuper des petites unités. En dehors des ports, il n'est pas question de prolonger ou de faire des extensions de ports, mais il est question de réglementer le mouillage qui se fait de manière non organisée. Mais on regarde dans ce cadre-là comment on va pouvoir intervenir sur l'organisation de ces mouillages et utiliser par exemple les financements, les appels à projets de l'Agence de l'eau pour réfléchir sur ce type de mouillage. On a prévu une campagne d'information avant et on y associe tous les acteurs. Ensuite, il va falloir qu'on détecte effectivement. Donc il y a l'AIS qui nous permet aussi de repérer. On a nos sémaphores tout le long de la côte qui font toute l'année un travail remarquable de surveillance en permanence de la mer Méditerranée et qui vont continuer à surveiller la mer Méditerranée avec en tête ces arrêtés. Il se trouve que toutes les cartes des arrêtés sont intégrées au fur et à mesure par le CHOM, par le service hydrographique et océanographique de la marine, dans toutes les cartes marines qui sont téléchargées régulièrement par les navigateurs et donc ce sera extrêmement clair, je pense. Donc il y a eu un travail de concertation et
un accompagnement, un outil d'accompagnement au mouillage qui est Donia. Donc c'est une application qui a été élaborée par Andromède Océanologie et financée par l'agence de l'eau et qui permet à tout à chacun, alors, les capitaines des gros bateaux, ils ont des ordinateurs à bord, mais nous, sur nos petits portables, on peut avoir la localisation exacte de notre point par GPS avec les cartes des biocénoses marines dont je parlais. Donc ce qui permet de choisir l'endroit où on va pouvoir mouiller sans altérer la Posidonie. On a vu tous les bateaux reculer en dehors de la zone des 25 mètres. Déjà l'année dernière. Et le problème qu'il y a un moment, c'est qu'on a beaucoup de bateaux et qu'à un moment, il y a des endroits dans lesquels on n'a plus de place pour mouiller. Qu'est-ce qu'on fait? Je pose la question à la préfecture maritime. Le tourisme a également amené la création de ports de plaisance. Le département compte plus de 30 ports de plaisance, certains ports d'Antibes, ports de Cannes, des ports de milliardaires, mais aussi de petits ports. Le port Saint-Laurent, lui, a été créé relativement récemment, mais sans anticiper sur ses effets, à savoir qu'il a été créé sur la zone de Frayères, située à l'embouchure du Var, et qui a gravement attaqué la possibilité de reproduction des poissons et donc de l'activité de nos petits pêcheurs du Crot de Cagne. La beauté et la richesse de ce milieu, elle n'est pas du tout prise en considération. Et donc ce n'est pas du tout un frein pour la réalisation de ce projet et qui vont avoir un impact direct sur ce milieu. Au niveau du Crot de Cagne, par exemple, c'est un endroit qui est très riche. C'est un endroit où il y a beaucoup d'animaux. La configuration du fond, la résurgence d'eau douce, l'influence de nombreuses petites fleuves et cours d'eau qui se jettent là en font un habitat très très riche, vraiment très très riche. Lorsqu'on se met à l'eau en plongée sur ce type d'habitat, la première fois, on est face à un immense désert. C'est complètement désertique visuellement et on dirait qu'il n'y a rien. Et en fait, si on prend le temps d'observer, on se rend compte qu'il y a toute une faune qui est adaptée à ce type de sédiments. Une faune de poissons plats qui vit dessus, une faune qui va fabriquer des terriers avec des oursins, des poissons, des crustacés, des invertébrés. Et c'est une faune aussi qui se révèle très riche et très diversifiée la nuit, entre autres. Parce qu'il y a une particularité de cet habitat, c'est que la nuit, il y a des coraux mous qu'on appelle des vérities. C'est des organismes en forme de tube avec des polypes, une structure sans squelette rigide qui va se déployer avec la tombée de la nuit, qui va enrichir cet habitat d'une sorte de forêt de ces tubes qui sont orangés, transparents, et qui font 60-70 cm de haut. Il peut y en avoir sur certaines zones plusieurs centaines. Et ça crée un univers assez improbable, voilà, juste à peine dans les 10-15 mètres de profondeur. Et d'évoluer en plongée sous-marine la nuit au milieu de ça, c'est féerique. On a l'impression d'être, je sais pas, sur une autre planète. En 2014, la métropole a relancé de nouvelles études pour créer une nouvelle fois ce port sur le même petit plateau. Ça, c'est un sujet qui revient, c'est un peu la problématique que l'on rencontre avec le port de Nice, parce que c'est un port qui est un port intramuros. Donc de fait, c'est un port de commerce à l'origine. À la fois, il est normal de limiter le bruit, de limiter les émanations, les pollutions, et donc tout ce qui peut nuire à la population environnante qui habite donc proche du port. Il serait envisageable, si vous voulez, de trouver une solution, et peut-être que solution, elle passera pas forcément par ce lieu, mais il faut réfléchir donc à trouver le meilleur compromis possible pour à la fois alimenter cette métropole, permettre cet échange-là et créer quelque part un pôle multimodal qui regrouperait une gare, un tramway, puisque la métropole a mis en place donc un tramway qui fonctionne bien. Pourquoi pas faire du fret de tramway pendant les heures où le tramway ne serait pas utilisé pour les passagers et ainsi desservir depuis un port l'ensemble des magasins pour achalander les magasins par exemple. On a la solution également d'avoir un lien multimodal avec
l'aéroport et évidemment avec l'autoroute. Nous avons vu apparaître dans les PLU de Cagnes et de Saint-Laurent 2 emplacements réservés qui se font face à face. Un qui englobe à Saint-Laurent le port Saint-Laurent et s'étend vers la haute mer, et un autre à Cagnes qui part du petit port du Crau et qui vient rejoindre celui de Saint-Laurent, représente une surface de 75 hectares. Donc cabotage maritime, je pense que le cabotage maritime doit continuer à se développer, avec évidemment, je dirais, des armateurs qui eux font l'effort de venir avec des navires de plus en plus propres, avec un outil qui permette de les accueillir. Les paquebots pourraient aussi avoir leur place à quai branché. On pourrait avoir tout l'aspect passager avec des liaisons avec autoroutières ou bien ferroviaires. Donc c'est l'esprit, et ce serait le sujet un petit peu des prochaines assises pour moi, ça serait de dire qu'il nous faut un outil pour la desserte du territoire qui soit un outil multimodal dans lequel le port a toute sa part. De toute façon, hein, quoi qu'on souhaite faire, il y a toujours des solutions techniques. Si on veut faire un port, par exemple, on a la possibilité de faire des digues flottantes qui ont moins d'impact, effectivement, sur le milieu. On peut aussi décider de ne rien faire, hein, de conserver l'état actuel, ce qui est peut-être d'ailleurs la meilleure idée, puisqu'on assiste aujourd'hui plutôt à une diminution de la population. Donc, est-ce qu'on a besoin d'augmenter les infrastructures? Alors, ceux qui sont favorables à la construction vont bien entendu dire le contraire. Ceux qui ont envie de préserver un cadre de vie diront qu'effectivement il faut arrêter. Mais à un moment c'est un choix, et qui dit choix dit aussi choix politique. Dans le PLU métropolitain, il y a toujours les 2 emplacements réservés sur Cagnes et Saint-Laurent. Donc nous désirons avoir communication du résultat des études qui ont été faites aussi bien par la ville de Cagnes en 2005-2008 que par la métropole. Cet habitat sablo-vaseux, il n'est pas du tout pris en considération, il est pour la plupart du temps méprisé. Et donc ce n'est pas du tout un frein pour la réalisation de ces projets qui vont avoir un impact direct sur ce milieu. Autre caractéristique du site, c'est un site au droit du cap d'Antibes qui part très loin en mer, qui part jusqu'à 12 000 nautiques, puisqu'on a la présence du canyon du Var qui se retrouve à la pointe du cap et qui est un lieu de chasse pour les mammifères marins. Donc les mammifères marins sont bien présents sur notre zone. On a du mal à imaginer que la vie puisse s'y trouver parce qu'on imagine toujours que la vie est très littorale, il y a les herbiers de Posidonie et puis après il n'y a plus grand chose parce que les plongeurs déjà ont du mal à y aller, c'est trop profond. Donc de plus en plus, là, il y a des campagnes océanographiques qui ont exploré cette vie sous-marine depuis de nombreuses années. Et donc, ce qui est important de comprendre, c'est que la vie est partout. Donc une vie qui va être faite par des langoustines, des langoustes, des bernard l'ermite, beaucoup de vers qui vivent dans le sédiment, des poissons. Beaucoup d'espèces de poissons ne vivent qu'en profondeur, hein, des requins. Il y a des populations de requins profondes sur toutes nos côtes. En fait, on est très proche des requins grâce au canyon sous-marin. La baie des Anges doit son nom à une espèce marine, le requin-ange, parce que quand on le sort de l'eau, on a un visage qui apparaît devant nous. Et ce poisson était donc très très commun dans la baie des Anges, a subi par contre visiblement une grosse pression de pêche 19e, 20e siècle et maintenant a disparu. Donc une belle histoire qui finit pas trop bien et c'est là où on se dit qu'il est important de mettre en place des mesures de préservation et de gestion de ces ressources. Et c'est plus que des ressources de la biodiversité. Et donc il y a toute une vie comme ça qui vit là-dedans. Il y a des calamars, ça va avoir une importance par exemple pour tout ce qui est cétacés, notamment les cachalots, les dauphins, les globicéphales qui ont besoin de plonger pour aller chasser leur nourriture. Et cette nourriture va être plus dense dans tout ce réseau de canyons sous-marins
proche de la côte, assez dense, avec de nombreuses alvéoles, parce que la chasse, il faut pouvoir se cacher, il faut pouvoir se mettre à l'affût, il faut tout un environnement finalement assez hétérogène, et les canyons sous-marins permettent d'avoir cet environnement hétérogène qui permet de cette chasse, tout ce qui a amené à la définition de l'aire marine protégée Pélagos. Un sanctuaire Pélagos qui est extrêmement vaste, qu'on partage avec l'Italie. Vous voyez, ça englobe, je ne sais pas si vous pourrez monter une carte, mais en tout cas extrêmement vaste, avec qui on a des liens très proches, avec la nécessité de protéger les mammifères marins au sens large. Dans la baie des Anges, on a en fait 4 à 5 espèces de cétacés sur les 8 du sanctuaire. Il y en a qui sont là de manière saisonnière, et tu as surtout la population locale de dauphins bleus et blancs qui est ici depuis plus d'un siècle, puisqu'il y a des mentions de capture dans la région de Monaco il y a très très longtemps. C'est une population qui est caractéristique parce qu'elle est résidente, elle est là pendant toutes les saisons. C'est une population d'une espèce qui est très répandue, mais ici nous avons une population locale qui profitent du canyon de la baie des Anges. Ils rentrent à partir du début d'après-midi. En fin d'après-midi, ils sont en train de rentrer. Pendant toute la nuit, ils vont manger des calamars et des poissons qui sont favorables dans ce canyon, spécialement sur les bords du canyon. Et puis, à partir du matin, 7, 8, 9 heures, ils vont s'arrêter de manger et progressivement, ils vont s'éloigner vers le large pour trouver une zone de repos ou éventuellement une deuxième source de nourriture. Ces dauphins-là sont donc spécialement vulnérables à tout ce qui est trafic maritime, spécialement trafic à moteur, et à tout ce qui est bruit. Réduction du bruit, ça veut dire de bien réfléchir avant d'installer par exemple des navettes à passagers qui vont aller par exemple de Monaco, Menton jusqu'à Antibes, parce qu'on va créer un bruit supplémentaire. Et ce sont des animaux qui sont extrêmement sensibles au bruit, puisque eux, vraiment, c'est un signe de repère, un signe de contact, un signe aussi de discussion entre eux, de parole entre eux, ces mammifères marins. Donc tout ce qui ira dans la réduction du bruit sera bénéfique pour leur vie agréable sous l'eau. Les dauphins les plus vulnérables à ce genre de danger sont les petits avec leur mère. Parce que lorsque les petits ont quelques semaines, quelques mois, ils ne plongent pas pour manger avec leur mère. C'est leur mère qui plonge à 50, 100, 150 mètres de profondeur pour manger. Et pendant ce temps-là, le bébé, il reste à la surface. Donc quand la mère va ressortir de ces 2 minutes de plongée, elle va avoir besoin de retrouver son petit. Et c'est uniquement par les sifflements, pas par la vue. Et donc, deuxièmement, ils ont besoin de tranquillité pour rentrer dans le canyon et sortir du canyon. Et lorsqu'il y a un très grand trafic, comme au mois de juin, juillet, août, même septembre, ou pendant les plus grosses heures de la journée, tu peux avoir jusqu'à 2 bateaux à moteur par minute qui passent sur le trajet qui coupe le canyon de la baie des Anges. Il y a un trafic tellement important que ça fait comme une autoroute au milieu d'une réserve. Les animaux n'arrivent pas à traverser tranquillement, avec beaucoup de stress. Et le stress, c'est une des causes de la perte de vitalité d'une population. Que font les élus pour conserver, non pas la quantité, mais pour conserver la qualité du milieu, pour conserver un tourisme orienté vers la qualité, vers la beauté du patrimoine culturel, mais aussi la beauté du patrimoine naturel, marin en particulier, qui est exceptionnel. Là, c'est très difficile. Elle n'est pas protégée. Vous voulez que je vous dise franchement, elle n'est pas protégée. Il faut comprendre que la Méditerranée, si on veut protéger réellement la Méditerranée, il faut que ça se fasse au niveau de l'Euro-Méditerranée. On ne peut pas la faire, c'est pas parce que Nice ou parce que l'Italie va décider sur 20 mètres carrés, les mers sont à leur taille, je dis toujours. Les mers sont à la taille des cétacés. Et il faut prendre des décisions qui englobent la Méditerranée. Grâce aux Grecs, à France Nature Environnement, c'est évident, on a fait un gros travail de persuasion. Les autorités ont fait passer une nouvelle réglementation qui consiste à interdire l'approche des cétacés à moins de 100 mètres.
dans toutes les zones protégées, y compris le sanctuaire. La volonté de ne pas pouvoir s'approcher d'un mammifère marin à moins de 100 mètres parce que vous allez le perturber. Donc là, il y a un arrêté pour ça qui permet d'interdire de s'approcher de ces mammifères marins à une distance de 100 mètres. Donc la balle est clairement maintenant dans le camp des autorités à la préfecture maritime, également des autorités locales dans les municipalités, surtout celles qui sont partenaires du sanctuaire Pélagos, pour que vers les plaisanciers, il y ait une information forte, à grande échelle, de manière à ce que les plaisanciers ne puissent plus dire « je ne connaissais pas la loi ». Des souvenirs impérissables lorsqu'on voit des dauphins évoluer près des côtes. Donc c'est toujours des rencontres magnifiques et c'est dommage de les perdre, ces rencontres. Donc il y a déjà des mesures qui ont été prises, elles sont peut-être insuffisantes, mais il y a déjà eu en tout cas une réflexion et des mesures qui ont été prises par l'État là-dessus, notamment en restreignant la vitesse au niveau du cap d'Antibes à 10 nœuds sur une zone de 0,5 mille nautiques. Alors nous on aurait préféré justement pour moins perturber les dauphins, que cette zone soit étendue. Dans un premier temps, on est à 0,5, mais on garde toujours espoir de pouvoir faire évoluer cette réglementation pour accentuer la zone de limitation de vitesse, parce que la vitesse, ça va avec le bruit. Donc plus on limitera la vitesse, moins il y aura de pollution sonore. Au début du XXe siècle, ils étaient vécus comme des menaces, comme des animaux à détruire, parce que les pêcheurs pensaient qu'ils mangeaient leurs poissons. Et puis à la fin du XXe siècle, ils sont devenus un peu des vedettes, les animaux les plus populaires qui existent. C'est-à-dire que dès que vous avez une vidéo qui est prise sur YouTube, qui montre des dauphins qui viennent à l'étrave, qui viennent jouer, ça fait un maximum de likes. Mais en fait, il faut avoir conscience que ces dauphins, ils ont besoin d'un espace que nous occupons également. Donc le bon geste, c'est non seulement de faire des likes sur un ordinateur, mais c'est également de faire des likes dans la réalité de nos comportements en mer. C'est-à-dire les respecter pour que, de la même manière qu'on voyait ces dauphins il y a plus d'un siècle, eh ben, on peut rêver que dans un siècle encore, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, en allant devant Antibes, devant Nice, devant Saint-Jean-Cap-Ferrat, eh ben, ils voient encore ces dauphins. Ça serait quasiment miraculeux, mais en fait, c'est possible. Toute cette région de la Riviera française, c'est devenu une grande concentration d'hommes qui fait que sur ce bord de littoral, eh bien, on a perdu beaucoup le rapport à la nature et c'est vrai que c'est aujourd'hui une gageure d'essayer de retrouver une place harmonieuse entre l'homme et la nature sur ce littoral. L'évolution de la nature et l'évolution de notre territoire est beaucoup plus lointaine. Il nous faut une vision beaucoup plus prospective. Et notre population est vieillissante, sa vision d'avenir est beaucoup plus rétrécie et on a un véritable besoin de jeunes capables d'anticiper et de nous annoncer, de nous proposer des projets qui nous permettraient d'amener à ce territoire une vision, une attractivité beaucoup plus dynamique et beaucoup plus cohérente avec l'évolution du climat et l'évolution du territoire.